Aujourd'hui, on plonge dans deux concepts qu'on entend souvent, mais qui restent un peu flous, la justice sociale puis la justice distributive. On dit tout le temps, c'est pas juste pour une note au travail, même en famille, tu sais. Ouais, ça sort facilement. Mais ces réactions-là, ça touche à des questions de fond, philosophiques, politiques, qui organisent pas mal nos sociétés. Ou qui les désorganise parfois. Exactement. Fait que l'objectif ici, c'est de décortiquer un peu ça, comprendre les débats en regardant les documents, les notes qu'on a préparées. Bonne idée. Bon, décortiquons ça. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces idées de justice dont on entend tant parler? C'était une super question parce que, justement, ce débat sur ce qui est juste, là, c'est vraiment pas nouveau. Ça traverse toute l'histoire de la pensée. Comme les sources le montrent bien, les réponses, elles ont jamais été simples. Puis elles sont pas définitives non plus. Les mots restent, mais le sens, lui, bouge tout le temps avec les sociétés. Absolument! Si on regarde juste un peu en arrière, les Grecs anciens, Platon par exemple, les sources nous rappellent qu'ils voyaient la justice comme une harmonie sociale. L'harmonie. L'idée, c'était que chacun reste à la place qui lui revient, pour l'équilibre du groupe, de la cité. L'injustice, c'était justement de sortir de ce rôle-là. C'était très centré sur l'ordre collectif. Une vision où le groupe, sa stabilité, passe avant les désirs de chacun. C'est ça. Mais les documents, ils montrent vite que cette vision-là a été contestée. Oui. Il y a d'autres courants, l'utilitarisme par exemple, qui vont dire la justice, c'est pas l'ordre en soi, c'est le résultat. Le résultat. Est juste ce qui maximise le bien-être du plus grand nombre possible de personnes. OK, là, on voit tout de suite l'attention. D'un côté, l'ordre, la place de chacun. De l'autre, le bonheur collectif. Mhm. Puis pour rendre ça encore plus compliqué, les sources nous parlent d'une troisième voie, super influente aujourd'hui, la vision libertarienne. Ah oui, celle-là. Là, la justice, c'est avant tout protéger au maximum la liberté de l'individu. La liberté individuelle prime. C'est fascinant de voir comment, dès le départ, on avait déjà ça. Collectif contre individu, ordre contre bonheur, liberté contre, autre chose. Ce qui est intéressant ici, puis plusieurs sources le soulignent, c'est que ces tensions fondamentales, individu-collectif, liberté, égalité, utilité, droit, c'est pas juste de l'histoire ancienne. Non? Non, pas en toutes. Elles reviennent tout le temps sous des formes nouvelles dans nos débats d'aujourd'hui. Sur les impôts, les programmes sociaux, même l'environnement, tu sais. Ah ouais? Les mots changent un peu, mais les dilemmes de fond, eux, ils restent pas mal les mêmes. Parlons justement de la justice sociale. C'est un terme qu'on voit partout. Omniprésent. Si on regarde les définitions dans nos documents, c'est d'abord une idée morale, politique, qui vise une société plus équitable. Plus équitable, oui. Les objectifs principaux, l'égalité des droits pour tous, puis la solidarité collective. OK. Puis, fait intéressant, les sources récentes montrent que le concept s'est élargi. Maintenant, ça inclut l'environnement, la gestion juste des ressources naturelles. C'est pas un concept figé, donc il évolue avec nos problèmes actuels. C'est ça. Au cœur de tout ça, il y a souvent une distinction super importante que les sources nous disent de bien saisir. Oui, la fameuse différence entre égalité et équité. Ça revient tout le temps. Égalité, équité. Pas la même affaire. Non. L'égalité, c'est le principe de base et simple. Tout être humain a la même valeur, donc les mêmes droits fondamentaux. Peu importe homme, femme, origine, revenu, handicap. Pareil pour tout le monde. Voilà. L'exemple classique donné, le droit égal pour tous les enfants d'aller à l'école publique. Le principe d'universalité. Ça semble faire assez consensus. Oui, Mais l'équité, c'est là que ça devient plus tricky, non? exactement. L'équité, c'est pas donner la même chose à tout le monde. C'est donner à chacun ce qui lui est juste, ce dont il a besoin pour avoir une vraie chance. Ah, OK, donc on adapte. Les sources, les besoins, l'effort, le mérite, les règles. L'exemple qui frappe, souvent cité, un élève dyslexique qui a plus de temps à un examen. Mhm. On lui donne pas la même chose qu'aux autres, ça serait l'égalité stricte, mais on lui donne ce qu'il faut, l'équité, pour qu'il soit évalué sur ses connaissances, pas sur sa difficulté à lire. Donc, l'égalité vise un traitement identique. L'équité, elle, vise un traitement adapté pour essayer, au fond, de rétablir une forme d'égalité des chances quand les situations sont différentes. Exactement. Cette distinction-là est vraiment cruciale. Parce qu'elle pose une question que plusieurs documents soulèvent. Est-ce que ça suffit de dire tout le monde a les mêmes droits si, dans les faits, certains n'ont pas les moyens de les exercer? C'est tout le débat. Puis cette idée de justice sociale, elle a une histoire.
Les sources disent que le terme apparaîtrait autour du 18e siècle. Déjà. Mais c'est vraiment au 19e que ça décolle, avec la révolution industrielle, la misère des ouvriers, ce qu'on appelait la question sociale. Ils utilisent le mot pour dénoncer les inégalités criantes. C'était une réaction directe là, aux changements brutaux de l'économie de la société, pas juste une idée dans les livres. Tout à fait. Elle appelle à protéger les travailleurs. C'est un signe que l'idée prend de l'importance. Ça montre bien comment une idée que passer du monde philo au monde social, religieux, puis devenir un levier pour agir. Puis ça continue au 20e siècle. Après la Première Guerre mondiale, on crée l'Organisation internationale du travail, l'OIT. L'OIT, oui. L'idée derrière, tirée des sources de l'époque, c'est qu'il ne peut pas y avoir de paix durable sans justice sociale. Le lien est fait, clairement. Puis vient l'âge d'or de l'État-providence, assurance sociale, éducation publique, retraite, politique d'égalité des chances. On passe de juste dénoncer à essayer de construire des systèmes pour réaliser cette justice. L'histoire que les documents tracent est assez claire. Face aux grosses crises industrielles, les guerres, la vision du rôle de l'État a changé. On attend de plus en plus qu'il agisse pour corriger les inégalités de structure, pas juste punir les fautes individuelles. Cette évolution vers un État qui intervient plus, ça nous amène direct au cœur de la justice distributive. Distributive. Là, la question devient super pratique, là. Comment on partage le gâteau? Les ressources, l'argent, les opportunités. Qui reçoit quoi? Puis surtout, selon quels critères? Ah, la question qui fâche. Celle qui est au centre de tellement de débats politiques enflammés sur les impôts, les programmes sociaux. Comment les sources en parlent de cette répartition? Elle présente plusieurs modèles qui s'opposent. Il y a l'idée d'une égalité stricte. OK, simple. On coupe le gâteau en parts égales pour tout le monde. Facile à comprendre, mais ça devient vite problématique. Donner la même aide à une personne seule puis à une famille de 5, est-ce que c'est juste, vu que les besoins sont pas les mêmes? Probablement pas, non? L'égalité stricte, ça ignore un peu la vraie vie. C'est quoi l'alternative alors? Une autre approche forte, c'est la justice selon les besoins. Les besoins. On donne plus à ceux qui ont besoin de plus. Plus de soins pour les malades, plus d'aide pour ceux qui ont moins d'argent. Ça sonne plus humain. Oui. Mais un des documents pose la question: comment on mesure objectivement les vrais besoins de chacun? C'est pas si simple. Non, effectivement. Puis il y a peut-être aussi le risque que ça décourage l'effort si tout est basé juste sur le besoin. C'est l'argument principal d'un troisième modèle, Oui. la justice selon le mérite. Ah, le mérite. Chacun reçoit selon ses efforts, ses talents, ce qu'il apporte, la prime au bon employé, le salaire plus haut pour un travail plus qualifié. Ça motive, ça récompense. Oui, mais les sources montrent aussi les limites. Est-ce qu'on part tous avec les mêmes chances de mériter quelque chose? Puis comment on définit le mérite? C'est pas toujours clair. On voit bien que chaque modèle a sa logique, mais aussi ses problèmes. Comment les philosophes essaient de régler ça? C'est là qu'arrive un nom incontournable, cité partout, John Rawls. Rawls, oui. Avec sa théorie de la justice comme équité, il propose un genre d'arbitrage. Pour lui, une société juste doit d'abord garantir à tous les libertés de base puis une vraie égalité des chances. Liberté et égalité des chances, OK. Ensuite, les inégalités économiques, genre les différences de salaire, sont acceptables seulement si elles profitent aussi aux plus désavantagés de la société. Donc, ils visent pas l'égalité parfaite des résultats, mais l'égalité des chances, puis une attention spéciale pour les plus vulnérables. Comment ils justifient ça? Avec une expérience de pensée super connue, le voile d'ignorance. Le voile d'ignorance? Imagine, dit Rawls, qu'on doive choisir les règles de notre société sans savoir qui on va être dedans. Riches, pauvres, hommes, femmes, en santé, malades, on ne sait pas. OK, on choisit sans savoir notre position. Dans cette situation d'incertitude, par simple prudence rationnelle, on choisirait des règles qui protègent tout le monde, mais surtout ceux qui pourraient se retrouver en bas de l'échelle. Logique. On ne prendrait pas le risque de créer une société super inégalitaire si on pouvait être nous-mêmes les perdants. C'est une tentative vraiment ingénieuse de baser la justice sur un accord rationnel impartial en enlevant les intérêts personnels. Mais j'imagine que ça fait débat. Oh que oui! Les sources opposent souvent Rawls à Robert Nozick, un autre poids lourd. Ah, Nozick, le libertarien? Exact. Pour Nozick, la priorité absolue, c'est le droit de propriété puis la liberté individuelle. Sa théorie de l'habilitation, ça dit en gros ce que tu as gagné honnêtement, sans voler ni frauder, ou ce qu'on t'a donné volontairement, ça t'appartient. Point final. OK.
le droit à ce qu'on a. L'exemple du joueur de basket super populaire qui devient riche parce que des millions de personnes payent volontairement pour le voir jouer, ça revient souvent, là. Mhm. Pour Nozick, prendre son argent avec les impôts pour le redistribuer, même aux plus pauvres, c'est du vol légal. C'est une attaque à sa liberté. Là, on a vraiment un clash frontal. Rawls justifie la redistribution pour l'équité, pour protéger les plus faibles. Oui. Nozick la rejette au nom de la liberté, du droit de garder ce qu'on a acquis légitimement. Ces deux pôles-là, comme les analyses le montrent bien, ils structurent une grosse partie des débats qu'on a aujourd'hui sur les impôts, le rôle de l'État. C'est clair, il donne des lunettes complètement différentes pour garder les inégalités. Ce duel Rawls-Nozick, ça cristallise vraiment le dilemme central. Équité ou liberté, redistribution ou propriété. Un dilemme qui se rejoue aussi dans une autre distinction importante que les sources soulignent, celle entre droit négatif et droit positif. Oui, ça peut avoir l'air technique, mais c'est super concret. Un droit négatif, c'est le droit de ne pas être empêché de faire quelque chose. Ne pas être empêché. Le droit de parler, de circuler, de chercher une job. L'obligation des autres, puis de l'État, c'est de ne pas nuire, de ne pas mettre de bâton dans les roues. Personne n'est obligé de t'aider activement, mais personne doit te bloquer. OK, ce sont les libertés classiques. Ça demande surtout que les autres fassent rien, qu'ils s'abstiennent. Puis les droits positifs, Eux, ils impliquent une obligation active de la société, souvent l'État, d'agir pour aider quelqu'un à satisfaire ses besoins essentiels s'il ne peut pas le faire tout seul. une obligation d'agir. Le droit à l'éducation, à la santé, à un minimum pour vivre. Si tu es malade puis tu n'as pas d'argent, un droit positif à la santé, ça veut dire que la collectivité doit te garantir l'accès aux soins. Ça demande des ressources, une organisation, une intervention. La différence est énorme. Les droits négatifs protègent contre les interférences. Les droits positifs garantissent une aide. J'imagine que le débat, c'est sur jusqu'où vont ces droits positifs. Exactement. Jusqu'où la société doit aller pour aider activement ses membres. Est-ce qu'elle doit juste garantir les libertés, les droits négatifs, puis laisser chacun se débrouiller, comme le pensent les libertariens Jean Nozick? Ou est-ce qu'elle doit aussi garantir des conditions de vie décentes, des droits positifs, comme le disent des approches plus social-démocrates inspirées de Rawls ou d'autres? C'est une question de fond sur le contrat social lui-même. Puis cette tension-là, elle est loin d'être juste théorique. Comme le disent plusieurs analyses dans nos sources, elle est au cœur des débats politiques sur comment on finance les services publics, santé, éducation avec les impôts, versus la privatisation ou la responsabilité de chacun. Mhm. Les choix budgétaires d'un gouvernement, ça reflète souvent une philosophie cachée sur cet équilibre entre droits négatifs et positifs, entre liberté individuelle et solidarité collective. Puis le débat s'arrête pas là. Les sources les plus récentes montrent que l'idée de justice sociale est en pleine expansion face à des nouveaux défis qui sont planétaires. On parle maintenant de justice climatique. Ah oui, la justice climatique, un enjeu qui rend les choses pas mal plus complexes. Pourquoi? Bien, parce que ça mélange plusieurs types d'injustices que les documents mentionnent. D'abord, l'injustice entre les pays. Les pays les plus pauvres subissent souvent les pires effets de sécheresse, inondations, alors qu'historiquement, ils ont peu contribué aux émissions de CO2. C'est vrai. Les pays riches ont une responsabilité historique, mais les pays en développement, eux, ils réclament leur droit de se développer, ce qui risque d'augmenter leurs émissions. C'est un vrai casse-tête, moralement et politiquement. Oui, c'est complexe. Des figures comme Greta Thunberg, elles incarnent cette demande de justice au nom des jeunes générations. La justice climatique nous force donc à penser l'équité, pas juste entre les pays d'aujourd'hui, mais aussi entre les générations. Ce qui nous amène directement à la justice intergénérationnelle. L'avenir. Quelles obligations on a envers ceux qui ne sont pas encore nés? Est-ce qu'on peut vider les ressources, polluer l'environnement, puis leur laisser la facture? Bonne question. Les sources parlent d'actions en justice dans plusieurs pays, même au Canada, où des jeunes essaient de tenir les gouvernements responsables pour leur inaction sur le climat. Oui, l'action d'environnement jeunesse NJE, c'est un exemple qui est cité. Même si la Cour suprême n'a pas autorisé l'action collective comme elle était présentée, l'idée de base était forte. L'inaction climatique, ça violerait les droits fondamentaux des jeunes. Droit à la vie, à la sécurité, un environnement sain qui sont garantis par les chartes. C'est ça. Ces démarches juridiques, même si elles réussissent pas toujours, elles sont importantes. Elles essayent de mettre dans le droit une responsabilité envers l'avenir. Puis finalement, il y a la justice mondiale. Au-delà du climat,
C'est l'idée plus large de se demander si la répartition des droits fondamentaux, accès à l'eau, éducation, soins, vaccins, est équitable à l'échelle de la planète. Est-ce que c'est juste que le simple hasard de l'endroit où on est détermine si fort nos chances de vivre et de s'épanouir? Les sources posent la question de nos obligations morales au-delà de nos frontières. Ce qui est fascinant, puis c'est un point qui ressort de plusieurs analyses récentes, c'est de voir comment ces nouveaux enjeux, climat, mondialisation, avenir lointain, forcent le concept de justice sociale à sortir de ses cadres habituels. Il doit s'adapter pour inclure des responsabilités beaucoup plus larges. C'est un concept qui doit constamment s'ajuster à un monde de plus en plus complexe. Alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette exploration? Que la justice sociale et distributive, c'est pas juste des mots abstraits, c'est vraiment au cœur de nos choix collectifs. C'est fondamental. Ça nous remonte toujours aux mêmes questions, là. Qui mérite quoi dans notre société? Comment on partage justement les ressources, les chances? Jusqu'où on doit aller pour corriger les inégalités qui viennent du marché ou juste du hasard? Puis comme on a vu avec les différentes théories et les exemples tirés des sources, il n'y a pas de réponse facile ou unique. Les visions s'affrontent, les priorités sont pas les mêmes. Oui, l'idée même de justice évolue, des conditions de travail du 19e siècle aux défis mondiaux du 21e. La tension reste en différentes valeurs. Égalité, mérite, besoin, liberté. Toujours cette tension. C'est pour ça que cette conversation sur la justice est si importante, si continue, puis elle nous concerne tous parce qu'elle définit le genre de société dans laquelle on veut vivre. Absolument. Une bonne piste de réflexion. Merci d'avoir été des nôtres pour cette exploration en profondeur.